Voilà, bonsoir à tous. Alors, je vois vos questions qui apparaissent. La première, c'est est-ce que la vidéo sera disponible en replay? Évidemment, tout ce qui est de qualité sera disponible en replay, où que vous serez. Et alors, il faut juste que j'éteigne le son parce qu'il y a un truc qui... Voilà. Et la seconde chose, ça dure combien de temps? On est parti pour 1 et quart en gros, assez intensif. Vous allez voir qu'il y a certains trucs que je vais passer, mais c'est de l'information que je vous présenterai au moins. Vous saurez ce que vous pouvez trouver et où vous pourrez le trouver. Bienvenue à tous. Alors, je suis docteur Delépinot. Moi, je suis psychiatre et je pratique à la Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital à Paris. Dites-moi un petit peu, on va se rencontrer. Je vais passer sur le sujet du jour, qui est un sujet, je pense, important, qu'on travaille depuis quelques années avec Cartesia, puisqu'il est celui de la stratégie au concours. Et que vous allez voir, la stratégie devient absolument indispensable quand vous vous retrouvez dans un concours où l'écart entre deux personnes est extrêmement faible. Le but est de faire de chacun d'entre vous un meilleur étudiant qu'il n'est, de vous donner la motivation pour arriver à le faire, de vous soutenir dans cet effort-là, et puis aussi de permettre à ceux qui utilisent nos méthodes de gagner quelques places, voire pas mal de places, voire beaucoup de places. C'est parti. Alors, c'est parti comment? C'est parti. Alors moi, ça fait depuis quelques mois que j'ai pas fait de conférence avec Cartesia. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc la conférence Cartesia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférence d'ECN qui prépare sur quelques années votre réussite à l'internat. Avec un souci qui est important, c'est d'associer une bonne qualité pédagogique avec une bonne qualité d'enseignement pour faire de vous de bons médecins aussi. Le but est de comprendre ce que l'on apprend pour retenir plus facilement. Vous verrez que chaque conférencier fait vraiment l'effort d'aller vous préciser les mécanismes physiopathes, les données qui sont mal exprimées, de vous simplifier les raisonnements, etc., pour que vous ayez en tête les choses qui sont importantes. Une fois qu'on a passé l'ECN, on se rend compte à quel point il est difficile d'avoir une connaissance générale. Et vous êtes sans doute les personnes qui actuellement ont les plus grandes connaissances générales en médecine. On les perd rapidement et on se rend compte à quel point comprendre est important puisque ça permet de retenir. Il y a 2 à 3 conférences hebdomadaires une fois que vous êtes inscrit, avec des vidéos synthétiques de cours, un entraînement à la nouvelle dosymologie, évidemment toutes les spécialités sont traitées. Il y a une préparation spécifique à la LCA aussi, des points importants à gagner, et puis ensuite une utilisation beaucoup plus simple, enfin une lecture beaucoup plus simple des articles qui est nécessaire après le CN. Vous avez les replays qui sont disponibles tout le temps. Lors des conférences, il y a des réponses qui se font par chat et puis en dehors, par mail, c'est possible. Vous pouvez poser à la fin d'une conférence ou après, les jours suivants, des questions aux conférenciers. Et puis vous avez des entraînements aux échos. Il y a deux formules, soit la préparation ECN 2023, soit la préparation R2C. La fin des offres de lancement, puisqu'il y avait des offres de lancement, est pour demain, donc dernier jour des soldes. Et il y a aussi, et c'est normal, des réductions pour les étudiants boursiers. Vous retrouvez toutes ces informations sur conférencecartesia.fr. Alors nous allons voir ce soir un truc qui est important, les statistiques des ECN. Qu'est-ce que les ECN, les examens précédents, nous apprennent d'utile pour réussir les ECN suivants? On va voir d'abord comment est géré l'examen ECNI, comment le gérer. Ensuite, essayer de trouver des petits moyens d'améliorer son mental, puisque ça devient une course de fond. Mais la fin d'une course de fond, c'est toujours un galop. Il faut avoir de la ressource et une énergie formidable pour finir ce galop. Et on verra enfin un sujet qui est hyper important, qui sont les statistiques des spécialités, des items, des sujets qui tombent le plus souvent. Il n'y a pas de vrai hasard dans le choix des DPC notamment.
évidemment parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 15 sujets de stomato lors d'un ECN. Alors, on va se présenter un petit peu. Moi, j'ai besoin de savoir, j'aime bien savoir qui est avec moi. Dites-moi un petit peu qui vous êtes, d'où vous êtes, qu'on voit un peu qui est rassemblé ce soir. Il y a toujours un petit délai entre ce que je dis et vos réponses. Donc moi, je représente Paris. Paris, c'est ici. Et vous? Vous venez d'ailleurs, sans doute. Bah, c'est sympa de voir vos réponses. Je suis peut-être tout seul. Ça sera disponible en replay, hein, sinon. Eh bien, attaquons. À l'île de Nantes en force. Nantes en force, toujours moins fort que Paris, mais bien quand même. Brest. Et il y a du D4 de Nîmes, du D4 de Lyon. Marseille, de nouveau, représente Bordeaux, toujours. La France est là. Marseille en D2, bravo. D2, c'est avant la D3, c'est avant la D4. Ça chauffe Paris-Ouest, Montpellier avec l'accent. Lille 2, de nouveau. Limoges, Bordeaux. Et ben c'est sympa de se retrouver tous ici. Et puis un des trucs qui est sympa à Cartésia aussi, c'est que vous êtes une communauté d'étudiants de toute la France. Et puis on dépasse un petit peu cette rivalité des facs pour être dans un truc un peu plus communautaire où on s'entraide, on est là ensemble pour réussir un examen. Le but, c'est que vous réussissiez vraiment chacun votre examen. Et oui, même vous, Damien, même vous de Strasbourg, même vous de Reims, même vous du Nord, même les gens du Nord, avec les gens du Sud, dans la grande amitié Nord-Sud. Le savoir est essentiel, mais la méthode est indispensable. C'est un grand principe pédagogique de réussite, ça. Donc, quel est le but de l'ECNI? C'est discriminer les étudiants en évaluant leurs compétences cliniques, bien sûr, leurs connaissances, mais les discriminer aussi. Et dans la modification de l'ECN, qui est récente, le but était aussi beaucoup de discriminer les étudiants. Tout examen fait un choix d'évaluation qui a ses avantages et ses inconvénients. Et on va voir comment utiliser, avec nos amis de Rouen et de Nancy, les objectifs de l'ECN pour essayer de grappiller des places. Là, je vous rappelle les recommandations de rédaction et de correction. Je vous ai mis ici les recommandations de rédaction et de correction de la faculté de médecine Paris-Saclay. Donc, les questions au sein du DP portent sur la hiérarchisation des hypothèses ou des indications. Utilisez volontiers la QRU avec une formulation de type quelle est l'hypothèse, etc. QRU permettent d'éliminer ou de conforter le diagnostic de pathologies graves ou fréquentes. On appuie sur le CNI sur les hypothèses diagnostiques et l'élimination de ces hypothèses diagnostiques. Et puis ensuite, il est recommandé d'aborder la prescription de façon raisonnée d'examens complémentaires. Je m'arrête là, je vous laisse lire la suite, mais c'est important de voir comment dans les facs, les indications sont données pour les entraînements au concours blanc. On continue, certaines questions du DP portent sur des connaissances d'anatomie, de physiologie, de physiopathologie, des connaissances de base qui sont importantes. Le DP ne comprend qu'une seule question de thérapeutique, max 2 dans certains cas. Très bien. Le but n'est pas d'être spécialiste, mais de savoir orienter vers un autre spécialiste que soi. Et il convient aussi d'aborder, dans la mesure du possible, les éléments pronostiques, l'évolution attendue, les complications attendues, etc. Dans la rédaction des questions, on demande à l'universitaire qui rédige de privilégier un travail d'interprétation des résultats bio, de photos, d'examens radiologiques, etc. On leur demande de vérifier que la réponse est bien sûr dans le référentiel de la spécialité et que les normes sont mises. C'est-à-dire que vous avez 1. Hypothèse diagnostique, 2. Diagnostic, 3. Raisonnement de la vérification de votre diagnostic ou de l'élimination des autres diagnostics par des examens complémentaires, et 4. Un tout petit peu de thérapeutique. Quand vous abordez pour vos révisions les différents chapitres, ayez ça en tête, les objectifs qu'on demande aux universitaires pour la rédaction des QCM. Qu'est-ce que ça a permis? Ça, c'est un article qui était sorti. Les ECNI ont permis de réduire la probabilité que 2 étudiants se retrouvent exactement avec la même note. Hein, c'est important. Mais malgré ces nouvelles modalités, 75% des étudiants restent dans une proportion de points qui est extrêmement rapprochée et donc équivalente aux épreuves précédentes. Et c'est de là qu'on va essayer de tirer des règles pour grappiller des places. Vous voyez que
Est-ce qu'on voit ma souris? Est-ce qu'on voit ma souris? On ne la voit pas. Vous voyez que ça, c'est la dispersion, c'est-à-dire dispersion, vous connaissez le terme, des étudiants en fonction des notes, de la moyenne. Et vous voyez évidemment qu'aux extrêmes, la distinction est très importante entre deux étudiants qui se suivent, et au milieu, deux étudiants qui se suivent dans le classement ont des notes qui sont très proches. L'écart de notes est de comment dire, dans l'écart de notes de 1700 points, il y a 16% des points. Et puis 75% des étudiants sont dans le carré jaune qui est indiqué là. Que faire de ça? 75% des étudiants sont étalés sur 16% des points, c'est-à-dire qu'il y a 0,19 points entre le millième et le 1000e. En revanche, il y a 190 points entre le millième et le 2 millième. 190 points, c'est possible de gagner, et c'est possible de les gagner avec de la stratégie. C'est là qu'on attaque. Si vous réussissez 10 QCM, 10 QI par exemple, de plus que le 2 millième, eh bien, ça vous fait suffisamment de points pour gagner ces places dont je parlais. Alors, quand on regarde ça sous un autre angle, en regardant l'organisation de vos journées, il y a à J1 2520 points, avec J2 un nombre important de points, c'est en gros 4600, et J3 3600 points. Les après-midi, on voit, sont plus importantes et plus discriminantes. Hein. Je rappelle que les dossiers, les DCP sont plus discriminants que les QI et que les LCA. Il faut être au taquet l'après-midi. Donc, il faut savoir ce que vous allez bouffer, comment est-ce que vous pouvez être reposé l'après-midi, comment est-ce que vous gérez la motivation de l'après-midi. Et puis, se faire du bien entre les épreuves pour attaquer ça avec un mental de pitbull. Ça, c'est un petit peu le matière par matière, enfin type d'évaluation par type d'évaluation. LCA, c'est 3 heures, 20% du temps, et vous avez 1000 points, 10% de la note finale. Les QI, c'est 3 heures, 20% du temps, et 2000 points, 20% de la note finale. Et les DPC, c'est 9 heures, 60% des points, et 70% de la note finale. Ça vous permet aussi de savoir un petit peu comment investir, pourquoi investir, mais sachant que, rappelez-vous, les points que vous aurez à gagner à la fin sont ceux qui vous feront passer de la 3000e place à la 1500e place, puisque l'écart de notes est extrêmement faible. Alors, quelle est la voie de la réussite? Le premier truc, c'est évidemment de très bien connaître son cours, le mieux possible. Et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Même si maintenant les cours sont hiérarchisés, les connaissances sont hiérarchisées pour vous, c'est vraiment difficile de le faire. Sachez qu'avec la classification en rang, les universitaires maintenant sont un peu structurés pour poser plus de questions sur du rang A que du rang C, évidemment. Mais savoir bien répondre au QCM, c'est aussi un énorme avantage. Et il faut, à partir de maintenant, avoir en tête qu'il faut combiner les deux pour réussir du mieux que vous pouvez. Les QCM sont rédigés par des universitaires qui connaissent leur pratique mieux que leurs cours, ça c'est sûr. Et donc, ils vont vous mettre des questions de clinique réelles. Et là, vous allez faire appel à votre raisonnement et à votre expérience de stage, ou alors des questions qu'ils ont trouvées en lisant vraiment le référentiel. Et c'est des trucs un petit peu plan-plan. Quand on regarde les QCM, la LCA d'abord, le contexte c'est savoir critiquer un travail d'expertise. Ce qui est assez agréable, c'est que c'est une épreuve qui est structurée, vous savez à quoi vous attendre, vous savez comment le préparer. Et la difficulté, c'est que c'est une épreuve vraiment d'entraînement et qu'on est très peu motivé pour cet entraînement et qu'il y a peu d'entraînements qui sont proposés par les facultés. Faites l'effort, vous tombez en stage là dans les derniers mois sur un sujet que vous ne connaissez pas bien, tchac, un petit clic sur PubMed ou Google Scholar, et vous allez lire hyper rapidement un article en essayant de voir ce qui est critiquable, la méthode très rapidement, l'interprétation des résultats. Ça peut vous prendre 15-20 minutes, pas plus, même si ce n'est pas votre spécialité. Et ça sera un avantage parce que vous serez habitué à cet exercice rapide, à une fréquentation de la LCA. Il n'y a pas trop de pièges et puis il y a des connaissances à avoir, mais qui restent des connaissances vraiment pour toute votre vie.
puisque j'espère que vous lirez un peu tout le temps de la biblio. L'analyse des notes en LCA, entre le 900e et le 7 millième, il y a très peu d'écart entre deux copies et 1000 points sur 1080 points de tout la LCA. Donc entre 900e et 7 millième, c'est plat. Si vous gagnez donc quelques points, vous sautez vraiment un nombre très important d'étudiants de rang au concours. Quand on regarde maintenant le DPC, en regardant un petit peu ce que c'est un sujet qui est majeur, c'est toujours sous la forme d'une histoire. Le confort, c'est que les questions concernent globalement un même sujet, avec la possibilité de faire un brouillon, d'imaginer une prise en charge, etc. La difficulté, c'est qu'il faut avoir d'un côté la pertinence clinique, savoir raisonner, gérer un cas du diagnostic jusqu'au pronostic, et puis réussir à faire ressortir ses connaissances. Les pièges, c'est que les sujets ne donnent pas d'infos progressives pour corriger une erreur. C'est une situation clinique qui peut être difficile. C'est une difficulté à gérer l'erreur précédente quand dans la réponse suivante, on vous dit « vous avez fait ça » et que ce n'est pas ce que vous avez répondu juste avant, par exemple. C'est les erreurs d'inattention, c'est la gestion du temps. Ce qui est hyper important dans les DPC, c'est de garder le même niveau tout au long du DPC. C'est-à-dire ne pas attaquer à fond comme un obsessionnel, à tout noter, etc. et à la fin être HS et répondre au-dessus de la jambe aux questions. Faire un peu moins au début, faire plus à la fin et pour garder un effort constant. C'est ça qui vous assurera la probabilité de glaner le plus de points sur cet exercice. Quand on regarde les notes au DPC, entre le millième et le 7 millième, il y a plus d'écart qu'il y en avait dans la LCA. Il y a un écart qui est plus grand, déjà parce qu'il y a plus de points, mais aussi parce que c'est plus discriminant comme examen. Un peu plus difficile de faire un grand pas pour dépasser les gens, mais quand on se situe sur la partie plate de la courbe, chaque centième de point gagné, c'est plusieurs places de gagné. Ensuite, quand on regarde les questions isolées, évaluation, le but c'est l'évaluation de la connaissance théorique. Alors ça, c'est de la mitraille. C'est difficile à gérer parce que les sujets sont sans contexte, c'est une gymnastique intellectuelle, il faut être très rapide. Le confort, c'est que vous gérez un petit peu l'ordre des questions et vous utilisez un mode diffus du cerveau. Ah bah tiens, je me rappelle de la réponse à machin truc, hop, j'y retourne, je réponds et puis je continue mon truc. Les pièges, c'est la tournure des questions qui sont un peu plus trompeuses parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles ne font pas référence à ce qu'il y a avant, etc. C'est qu'il y a pas mal de pièges aussi. La difficulté et la gestion du temps, là, il ne faut pas faire de pause, il faut foncer. Vous mettez en mode débile, mais réfléchi, et vous foncez. 600 propositions, vrai ou faux, c'est 20 secondes par proposition. J'imagine que vous aviez fait un petit peu ce calcul dans votre tête. 20 secondes, c'est court. Et là, la stratégie, elle est différente d'avec les DPC. Le but, c'est de valider le plus rapidement le plus grand nombre de questions. D'abord celles dont vous avez la réponse et celles dont vous ne trouverez jamais la réponse. Et puis à la fin, celles pour lesquelles vous avez un petit peu de doute. Laissez ressurgir les réponses, laissez-vous infiltrer par vos souvenirs. Il y a certains trucs qui reviennent vraiment. Mais pas de perte de temps, 20 secondes par question, pas plus. Là, l'écart de notes est extrêmement faible de nouveau, un petit peu comme la LCA. Et donc, un point gagné, c'est un pas de géant. Et nous, à Cartesia, on veut que vous soyez des géants. Alors, quelle stratégie de réponse au QCM? Les stratégies de réponse, c'est un vrai plus pour gagner des points à la pointe de la baïonnette, dans ce peloton de notes finales qui sont finalement très très rapprochées. C'est ici que vous allez vous battre. Il y a peu de personnes qui sont très mauvaises, il y a peu de personnes qui sont excellentes. On a de la compassion pour ceux qui sont très mauvais, et puis on félicite ceux qui sont très très bons. Et puis nous, on se trouve un petit peu au milieu, dans la populace. Et dans la populace, on va se battre pour bouffer les autres, parce que oui, le jour de l'ECN, on bouffe les autres. Alors comment les bouffer? La réflexion imposée par les QCM, c'est l'inverse de la réflexion d'apprentissage. D'accord? L'apprentissage, c'est je vais du général vers le particulier, et puis il y a une logique de réflexion. Et là, mon cerveau, il a un mode concentré, comme ça. Quand je réponds au QCM, surtout au QI, c'est une information à retrouver comme ça au milieu des connaissances.
il y a un risque de confusion, un risque de ne pas retrouver le truc parce que le cerveau fonctionne en mode diffus. Comment bien faire? Ce que vous pouvez faire dans les DPC, parce que c'est plus simple, c'est vous cacher les 5 propositions, vous prenez 5 secondes pour lire la consigne 2 fois, et vous y répondez dans la tête ou sur un petit brouillon. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous retrouvez le mode d'apprentissage qui est là, en mode cerveau concentré. C'est-à-dire l'effort qu'a fait votre cerveau et le cheminement dans la mémoire des informations. Et c'est ce qu'il y a de plus facile à retrouver. En mode diffus, c'est plutôt quand on a de l'expérience d'un truc et hop, ça vient comme des intuitions. À l'ECN, vous n'avez pas encore ce mode diffus qui est hyper développé. Donc vous cachez, vous essayez de répondre de façon logique par le trajet de mémoire de l'apprentissage, et puis ensuite vous regardez les réponses pour essayer de trouver celles qui sont bonnes ou fausses. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'était une étude un petit peu bon, ça, je vous laisserai voir, il n'y a pas de problème. On va voir un petit peu des cas différents de difficultés à la lecture d'un QCM, d'un QCU. S'il y a une ambiguïté de formulation de l'énoncé, que faire? On reste simple. On se dit qu'est-ce qu'on me demande d'habitude? Il n'y a pas de point à perdre. En ayant lu 2 fois l'énoncé, on évite souvent les erreurs d'inattention. Par exemple, quand il y a des questions avec des doubles négations, il est demandé aux personnes qui rédigent ça, aux rédacteurs, de les éviter, mais il y en a régulièrement. C'est dur de faire des examens, c'est vraiment pas facile. En ayant tenté de répondre sans regarder à la réponse, vous avez créé votre hiérarchie de réponse et vous ne laisserez pas influencer, c'est ce qu'on disait, avec le type de fonctionnement du cerveau en mode concentré, c'est-à-dire celui qui suit l'apprentissage. S'il y a une incertitude liée à l'information complémentaire. Donc l'information complémentaire, c'est vous avez votre énoncé blablabla, bla, 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 sachant que blablabla. Ça, c'est les informations complémentaires qui souvent nous perdent parce que c'est hyper précis. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, etc. Si c'est une proposition en 2 parties, comme celle-là, les glomérulonéphrite extramembraneuses primitives sont caractérisées par des dépôts extramembraneux visant le récepteur sur le podocyte. On ne se soucie pas de l'information complémentaire. Souvent, c'est apporté en plus et ça ne modifie pas la véracité ou le côté faux de la question. Ce qui est différent de cette formulation, les glomérulonéphrite extramembraneuses primitives sont caractérisées par des dépôts extramembraneux visant le récepteur de la phospholipase A2. Vous voyez qu'il n'y a pas la fin sur le podocyte et là, on est sur... en fait, ce que je veux dire, c'est que la question est équivalente. On ne se soucie pas de l'information complémentaire. Ne vous laissez pas berner par ça. Souvent, c'est rajouté et c'est juste. S'il y a une incertitude de nombre, d'accord, on vous pose une question avec des nombres. Si le chiffre est en information principale, c'est-à-dire qu'il est majeur, la PPR évolue vers la maladie d'Orton dans 20% des cas. Si je ne sais pas, je ne coche pas. Pourquoi? Parce que l'évaluateur s'est dit, ok, c'est sur le nombre que je veux le faire réfléchir. Et donc, la question va être à propos du nombre. Il ne faut pas se planter. Si en revanche, le chiffre, c'est en information secondaire, donc c'est touche surtout les hommes, entre parenthèses, machin truc, c'est une incertitude de la deuxième partie, c'est ce qu'on vient de voir. C'est une information qui vient compléter. Psychologiquement, on est assez sûr que c'est l'information de deuxième partie est vraie, d'accord? Ou en tout cas, elle suit la question. Elle est aussi vraie ou aussi fausse que la question, ne vous en souciez pas. Alors, il y a aussi en stage des points à glaner. Les stages, ce n'est pas fait que pour sauver des vies, c'est pour sauver aussi vos fesses le jour de l'ECN. Dites-vous ça. La pertinence déjà de la réflexion médicale, ça se voit en stage. Quand est-ce que je fais, quand est-ce que je ne fais pas, etc. Le bon sens. Et donc, mais dites-vous vraiment, vous accrochez une petite étiquette mentale à votre patient et vous dites, ok, ça c'est le DPC numéro 3 et celui-là, je vais le cartonner. Faites-vous des questions qui sont pratiques, c'est-à-dire qu'un patient, vous allez dérouler votre DPC en vous posant des questions, les hypothèses diagnostiques, quel est l'examen complémentaire à faire, quels sont les examens complémentaires à faire, à favoriser pour éliminer tel diagnostic différentiel, etc. Posez-vous des questions en stage, vraiment très, très concrètement. C'est autant d'exercices de QCM fait au lit du malade. Et puis après, il y a plein de trucs à revoir qui sont très barbants à travailler, un certificat, la responsabilité médicale, la conduite à tenir, etc.
À propos des examens complémentaires cette fois-ci, il y a des pièges qui sont assez fréquents, qu'on a retrouvés dans les questions en évaluant. Alors, on a fait l'effort de relire pas mal de boucles, enfin, tous les DPC des années précédentes ont été revus, je vous montrerai ça tout à l'heure, et on a essayé de voir un petit peu quelles étaient les astuces qui étaient mises parfois. C'est pour ça que je vous les ressors là, c'est des situations réelles des ECN précédents. Il y a souvent comme piège, quel bilan complémentaire ou quel bilan de première intention. Les questions ne sont vraiment pas les mêmes. Là, c'est de la pertinence clinique. L'examen de référence versus les examens à faire. L'examen biologique versus examen paraclinique. Chez ce patient versus de manière générale. Mettez-vous bien dans le contexte de la question. Vous devez y baigner. Ça doit être un bain dans lequel vous êtes bien. Alors, il y a des trucs qui sont importants, on en a parlé un petit peu, il ne faut pas se décourager lors d'un DP. On voit bien, je ne sais pas si vous suivez les sportifs de haut niveau, par exemple, c'est des mecs qui maîtrisent parfaitement leur art. Qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir une fluctuation aussi importante dans le niveau d'un sportif de haut niveau, souvent chez les sportifs qui sont assez émotionnels? Eh bien, c'est la vulnérabilité à l'émotion qui fait perdre ses moyens. Ça existe vraiment. Donc, un truc, c'est savoir c'est ce que je vous disais, des PC, il faut être très bon et très stable pendant toute l'épreuve. À la question 2, par exemple, on vous dit quels sont les examens possibles, blablabla. Vous cochez ECG, NFS. À la question 3, vous voyez, vous avez prescrit un scanner. Ah non, j'avais pas mis le scanner, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que le scanner était compté bon à la question 2, surtout. D'accord ? 1, peut-être qu'il fallait le mettre. Et c'est comme ça, vous le retiendrez pour la suite, mais ce n'est pas le moment d'apprendre des choses, c'est le moment de se détendre. Et 2, ce n'est pas forcément la bonne réponse. On a vu ça dans un DP, ce n'était pas l'examen du tout de première intention, et pourtant la question d'après partait sur le scanner. C'est juste pour avancer dans le dossier. Si vous avez des blocages, quelques astuces, fiez-vous à votre première intuition, ne pas cocher si vous avez une énorme hésitation. Okay. L'intuition, ça évite des biais de confirmation et de suggestibilité. Ça, c'est des petits trucs de psychologie qui existent vraiment à tel point que maintenant, les traders ont des cours de psychologie pour ne pas se faire avoir par leurs biais cognitifs. S'il y a deux propositions qui sont opposées, il y a une grande chance que l'une des deux soit la bonne. Okay. Ça vous oriente un petit peu sur quelle réponse se concentrer un petit peu. Vous pouvez chercher une proposition qui répond exactement à la question. Pourquoi? Parce que quand l'examinateur rédige sa question, il pense aussi à la réponse et donc dans une espèce de fluidité narrative. Si une des réponses est plus longue, il y a une grande chance que ce soit la bonne, d'accord? Parce qu'on cherche à préciser souvent ce qui est vrai. Si une proposition et aucune des réponses ci-dessus ou toutes les réponses, il y a une grande chance que ce soit une bonne réponse parce que on pense à le mettre que quand on veut le mettre. Et puis répondre à la question immédiatement en tentant de limiter la perte de points et y revenir plus tard. Pourquoi? Parce que au moins vous avez répondu à la question si vous avez une intuition. Comment est-ce qu'on fait pour passer? Voilà un petit peu des trucs à revoir, cette partie des QCM, des petits pièges, etc. Revoir 2-3 fois avant votre ECN pour bien vous imprégner de ces petits trucs qui vont vous servir une fois, 2 fois, peut-être pas plus au cours de l'ECN. Mais rappelez-vous que une ou deux questions de réussie est un pas de géant. Et à Cartésien, on vous fait faire des pas de géant. Ensuite, ne négligez pas les essentiels. Ça, je vous laisse revoir un petit peu ces trucs-là. Le but, c'est de s'entraîner, quoi. On veut vous faire des pas de géant et on veut que vous ayez un cerveau en acier. Alors, je vais vous demander un petit peu, vous, comment est-ce que vous vous sentez pour les 2 prochains mois? Vous allez prendre votre petit EVA et vous allez répondre, soit sur le chat, soit vous dans votre tête. Comment est-ce que vous le sentez là? C'est important de se faire ce point un petit peu d'intuition. Comment est-ce que je me sens? Et on va s'appuyer là-dessus pour avancer. Moi, je vous avoue que je me sens, c'est chaud là, c'est chaud. Je transpire un peu, je dors moins bien le soir. Parfois, je bouffe trop de petits trucs gourmands. Parfois, j'ai pas faim du tout. Je suis un peu irritable, etc. L'approche des ECM, ça me tend. Et c'est normal, et c'est normal, et c'est normal. Comment dealer avec ça? Est-ce que tout le monde a fait son EVA?
Yes, on continue. Gérer un petit peu les enjeux. Et puis on va voir un petit peu. D'ailleurs, c'est pas mal de partager la manière dont vous vous sentez un petit peu, parce que ça permet aux autres étudiants de voir que tout le monde est quand même dans la même galère. Si le but c'est de se bouffer les uns les autres comme on s'est aimé, tout le monde est encore un peu dans la même galère. Donc il faut bien gérer en fait un panel de différents trucs. Et ce que je vous propose juste à la fin, c'est vraiment de faire ça. Vous dire, OK, pour réussir ces ECN, il faut gérer mon stress, gérer mon temps, gérer ma concentration, bien voir les objectifs de chaque SP, m'entraîner au QCM, m'entraîner à la LCA, confiance en soi, et de faire de nouveau une espèce de petite EVA pour chacun de ces points-là. Et vous allez voir que si vous avez du retard dans la gestion du temps, bah, il va falloir travailler cette gestion du temps, parce que ça va être ce qui va vous fragiliser le jour du concours. Si c'est la confiance en soi, bossez ça, c'est ce qui va vous fragiliser le jour du concours. Si c'est pas assez d'entraînement en LCA, allez-y à fond, vous y gagnerez des points. Ok? Donc vous mettez les gros prérequis à la réussite du concours, et à côté de ça, vous mettez une espèce de VA, je me sens bien, je me sens pas bien, etc. pour voir quoi bosser. C'est pas facile de prendre du temps pour la stratégie quand on bosse un truc avec autant de connaissances à apprendre. C'est vraiment difficile. Mais le génie des grands, c'est de savoir faire un pas en arrière, de regarder la scène d'un petit peu loin et de se dire, OK, tac, 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 là je vais gagner beaucoup de points, tandis que si je vais revoir tel cours, j'en gagnerai pas du tout. Si je vais faire 15 trucs de LCA, j'en gagnerai énormément. Alors, les étudiants compétitifs ne stressent pas, dit Alix. Tu as raison, Alix, tu dois être très très compétitive. Il y a du -2, c'est bien. Ça, -9, ça commence à être un petit peu angoissant, ça sent la réa. Et le fatigué, +10, je pense que Florian, c'est le seul sincère. Fatigue +10, moi je suis comme toi, Florian. Je suis HS. Alors, attaquons un petit peu le mental. En plus, j'ai faim là. Je ne sais pas si vous êtes en train de dîner ou pas. Moi, j'ai l'estomac qui est tout vide, j'ai très faim. Les trucs les plus importants, la concentration. La concentration, ça se passe in the brain, dans le cerveau. Il y a deux attentions qui sont hyper intéressantes. L'attention sélective et l'attention soutenue. L'attention sélective, c'est je me concentre que sur un truc. Je commence mon item, par exemple, et je me rappelle que ce qui est important, c'est ça, ça et ça dans cet item. Et je vais commencer à lire que, oh, blablabla, et que je ne sais pas très bien. L'attention sélective, ça permet de ne pas me lancer dans ce blablabla que je ne connais pas très bien et qui m'inquiète un peu, mais dont on se fout royalement pour rester concentré sur ce que je sais important pour l'ECN parce que ça risque bien plus de tomber. Le deuxième truc, c'est rester focus sur votre boulot et pas sur du bruit qu'il y a derrière vous. Et l'attention soutenue, c'est l'endurance attentionnelle. C'est ce qui va vous permettre, pendant les épreuves de DPC, de rester toujours sur un rythme de croisière. Alors, comment bosser un petit peu ces trucs-là? L'attention soutenue, elle permet donc d'avoir ce rythme de croisière, et donc il ne faut pas l'épuiser trop au début, et il faut la fouetter à la fin, d'accord? L'attention aime aime être ménagée et aime le fouet en fin d'épreuve. Elle permet aussi, l'attention soutenue, de voir des moments qui sont rares et spécifiques. Par exemple, vous regardez cette petite image-là et vous allez vous apercevoir très rapidement que quoi? Et d'ailleurs, c'est sans doute un signe, un chiffre d'EVA. Moi, c'est mon EVA. Elle est à 8. Il y a un petit 8 il y a quelques petits 8 qui se baladent entre les baies. Et je les vois pas parce que je les recherche, mais parce qu'ils sont incongruents ici. Donc, vigilance à ces petits moments d'errement. Le but, c'est d'essayer de voir les petits 8 quand vous êtes concentré. Ces petites bulles que vous faites d'inattention. Comment gérer ça? Vous bossez, et puis à un moment, vous évadez sans vous en rendre compte. Le but, c'est de percevoir ces moments-là et de choisir de vous laisser un petit peu emmener dans ce truc-là. Votre cerveau sait très très bien gérer son énergie. S'il a besoin d'une petite pause, on y va. On se laisse happer par la pause, mais en revanche, on revient juste après. C'est ce qu'on appelle faire une bulle. Choisir de faire une bulle, c'est permettre à son cerveau une petite distraction. Ça nous rassure parce que on y va volontairement. Et puis, ça nous permet très facilement de revenir à la tâche parce qu'on contrôle ce moment de distraction.
Si vous êtes dans un moment qui est postprandial, ça c'est quand vous bossez avant, mais aussi pendant les DPC qui ont lieu toujours après le repas, vous choisissez des sets, c'est-à-dire des travaux, un fonctionnement de tâches courtes et simples. Ok. Question, par exemple, vous avez tendance à vous endormir un petit peu, vous faites une question tac-tac, et puis un peu d'étirement, hop, hop, une petite bulle de distraction, et vous replongez. La mémorisation, ensuite, c'est un truc qui est difficile, mais il y a quelques astuces aussi pour la contrôler, cette mémorisation. Essayez de lire ce petit truc-là. Voilà, vous arrivez à lire très facilement. J'ai fait une grosse faute d'orthographe. Pourquoi? Parce que votre cerveau a un sens spontané pour le sens, beaucoup plus que pour l'orthographe, pour deux raisons. Parce qu'il est fait pour le sens et pas pour l'orthographe, qui a été inventé après le cerveau. Et la deuxième chose, c'est qu'il il a la capacité favorisée toujours de voir l'ensemble des choses. Quand on lit ce qui est en dessous là, Elsa, on va pas lire ELSA, mais on va se rappeler d'Elsa, soit des équipes qu'on connaît à l'hôpital, soit du prénom Elsa. Pourquoi? Parce que le cerveau cherche aussi spontanément le sens des choses. Et donc, vous n'allez pas pouvoir lutter contre ce fonctionnement du cerveau qui vous domine complètement. Donc, il faut suivre la stratégie du cerveau, c'est-à-dire aller du focal vers le global. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher le sens des choses, d'un côté, le focal, parce que le sens des choses va vous permettre de lutter contre cette spontanéité du cerveau qui veut voir que l'ensemble. Et donc c'est un effort à faire, chercher le sens des choses, les comprendre, et parce qu'on mémorise beaucoup mieux quand on a compris les choses. Et la deuxième chose, c'est comme le cerveau a la capacité de très bien retenir le général, faire l'effort d'une synthèse à la fin pour que votre cerveau ait une image de cette synthèse-là qu'il retiendra beaucoup mieux que la lecture systématique de vos différents points. Okay. Donc vous voyez un sujet, un item, vous allez faire l'effort d'un côté de comprendre ce que vous revoyez, et à la fin, faire l'effort d'un point de vue général, parce que votre cerveau va bien mieux le retenir. Faites confiance à votre mémoire aussi, parce que c'est une machine de guerre, c'est-à-dire que quand vous lisez, vous n'avez pas besoin de vérifier que vous avez bien retenu ce qui a été lu, le cerveau fonctionne pour retenir les choses. Et puis la deuxième chose, c'est quand on les lit pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on a une très mauvaise connaissance, un très mauvais feedback de ce que nous avons retenu. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de vérifier immédiatement si on a bien retenu ou pas. Il faut faire l'exercice là de la compréhension et de la synthèse. Et puis ensuite, vous passez sur Anki, sur des DPC, sur des QI, etc., par matière, par item, pour vérifier que vous avez bien retenu les choses. La répétition, vous savez bien, est synonyme de réussite. Et puis ensuite, il faut être efficace. Après avoir été attentif et avec une bonne mémorisation, il faut être efficace. Et l'efficacité, c'est hyper difficile de la conserver. Pour plein de raisons, parce que c'est barbant de bosser le CN, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué, parce que l'autre est meilleur, parce qu'on a d'autres choses mieux à faire, parce que on n'a jamais réussi notre vie, etc. Le cerveau, il est sensible à deux trucs, et qui sont hyper positifs. Un, la récompense. Comment utiliser la récompense? Comment appâter le cerveau? Eh bien, vous allez imaginer la récompense que vous allez vous donner. Vous en pouvez plus de bosser, etc. Et vous avez prévu où il est bien de finir tel truc. Vous faites une petite bulle de distraction parce que de toute façon, vous dites putain, j'en peux plus, etc. Vous êtes déjà distrait. Ok, vous dites je m'engouffre dans cette distraction. J'en peux plus, tac, tac, j'en peux plus, non, non. Ah, mais après, je vais aller faire, je vais me fumer une bonne garrot sur le balcon et ça me faire du bien. Et vous imaginez pendant 2 secondes la clope au bec, la fumée qui rentre dans les poumons, la nicotine qui monte. Et vous allez voir que rien que vous simulez ça, ça réactive la motivation. D'ailleurs, il est montré que le pic de dopamine dans le cerveau, vous savez, l'hormone de la récompense, en fait, il précède le moment où on gagne la récompense. C'est l'anticipation de la récompense. Donc, anticiper la fin des trucs, anticiper le truc cool d'après pour faire ça. À propos de la cigarette, si vous avez des conseils, moi j'ai toujours essayé de fumer, j'ai jamais réussi. Je suis une lopette pour ça, je touche, je crache, etc. Si quelqu'un a un bon conseil pour que je sois un fumeur
classe comme ça à la sortie du service, avec ma petite clope en fin de journée, je suis preneur. Hein, on est là pour un échange de bons procédés. Et l'angoisse, c'est un moyen formidable aussi de s'activer. Donc, pour les détendus du slip, vous mettez un filet de pression avec des frontières temporelles qui donnent un peu de source un peu de corps à l'angoisse. Rappelez-vous que vous n'êtes pas encore au taquet. Rappelez-vous que si vous ne travaillez pas ce chapitre, bah c'est 1000 places de perdu, malheureusement, etc. Et puis pour ceux qui sont un peu trop angoissés, là, il faut se déculpabiliser un petit peu parce que la mauvaise angoisse n'est pas très bonne. L'attention, c'est un chien et il faut lui donner un os à manger. Hein, les récompenses, un petit peu d'angoisse. Et puis il y a les émotions. Ces vislardes, ces coquines d'émotions. L'émotion, c'est à la fois puissant et c'est hyper fragile. Vous connaissez sans doute très très bien l'amygdale, son fonctionnement, ses liens avec l'hippocampe, avec le cortex orbitofrontal, avec le cortex préfrontal, etc. C'est passionnant comme sujet, mais vous savez encore mieux que les émotions sont terribles parce qu'elles nous dominent complètement. Comment gérer ça? C'est quoi ça? L'attention est un chien. Parfois, je mets des trucs comme ça. J'ai l'impression que ça va être génial, mais j'ai du mal à comprendre. Si l'attention est un chien, il faut lui donner un os à manger, ok? Mais ne pas le distraire. La distraction, c'est les émotions. Ça y est, j'ai compris mon PowerPoint. J'espère que vous aussi. Comment faire descendre le niveau d'émotion? Il y a un premier truc. Que vous pouvez. Il y a un premier truc que vous pouvez faire. C'est être décomplexé. Être décomplexé, c'est vous mettre dans une position, on ne voit pas trop, mais vous détendre à fond, donner des petits coups de poing, faire un petit peu comme à je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, le CrossFit, un truc comme ça, avec des gestes, c'est aberrant quand on voit ça de l'extérieur, mais en fait, c'est extrêmement positif et très efficace comme truc pour se détacher d'un état émotionnel du moment, d'un état d'angoisse du moment. Donc faites bouger votre corps, c'est un peu ridicule, mais même en concours, tac, 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 vous imaginez faire je sais pas comment on appelle ça, les boxeurs, un petit peu de bagarre, de boxing comme ça, un petit peu de trucs de crossfit, faites bouger, soyez dans autre chose que votre tête. Et après, ayez des paroles positives pour vous. Je suis fort, j'ai bossé, je suis fier, etc. Vous n'y croyez pas, c'est pas grave, on a le droit de mentir, on a le droit de se mentir, mais dites-le, je vous assure que faire ça, ça donne un petit filet d'émotions positives et un petit filet d'anxiété aussi, parce qu'on a besoin de coller à la réalité de ce qu'on dit. Donc, un petit peu de mouvement lent, faites-le devant votre ordinateur, là, si vous êtes tout seul, si vous êtes dans le métro, encore plus drôle, si vous êtes à la BU, vous détendez, tac, tac, et puis après, des « je suis bon, je suis fort, je crois en moi, je suis fier », et hop, vous attaquez autre chose. Shadowboxing, body attack, ouais voilà, il y en a qui travaillent le scène comme ça, c'est très bien. Et puis le deuxième truc, c'est la relaxation. C'est quoi la relaxation? C'est gérer son tonus un petit peu d'angoisse sur une longue période. Pour ça, il y a des trucs qui sont hyper simples. Je vous propose de fermer les yeux. On va prendre une demi-minute pour faire ça. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez dans un lieu que vous aimez bien. Vous mettez dans une position qui est agréable dans ce lieu-là, et puis vous vous installez aussi, vous, physiquement, dans une position agréable. Et vous allez essayer d'être... pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce qu'on coupe beaucoup avec l'attention perceptive, sensorielle, ok, avec la vision, le goût, nanana. Et puis on se met dans un peu plus de proprioception et d'interoception, c'est-à-dire les sensations du corps, qui sont hyper importantes pour la gestion du stress parce que ça nous permet de basculer, comme la respiration, du système sympathique vers le parasympathique. Donc vers un système d'anxiété, d'hypervigilance, etc., vers un système plutôt de repos et de neutralité. Donc vous fermez les yeux, vous installez bien, et puis vous respirez lentement, comme lorsque vous êtes endormi. On va le faire ensemble, ça va nous prendre 30 secondes. Vous respirez lentement. Je trouve que ça bien, après d'avoir marqué un petit EVA à -9 ou à 10, de se relaxer un chouïa, ça permet de se détendre des fesses. On respire doucement, on inspire, on expire. Puis on est dans ce lieu dans lequel on est bien, on est confortablement installé. On va faire un peu attention aux sensations qu'on a au niveau de sa tête, du cuir chevelu. Puis on va descendre petit à petit, je le fais très rapidement,
les oreilles, la mâchoire qui peut être un peu crispée, alors je la laisse un peu pendre. Voilà, et puis je descends, les épaules un peu tendues aussi. Je les laisse tomber de chaque côté. Là, on est plus dans une neutralité, comment dit-on, de posture qu'on l'était là au moment du body attack, hein. Je laisse tomber mes épaules, je les détends, mes bras sont posés sur les accoudoirs. Très bien, et puis mon dos, tiens, je suis un peu en hyperlordose lombaire. Bah, je vais détendre un petit peu mes paravertébraux, tu vois, me mettre bien, je continue à respirer lentement, etc. Et puis vous descendez comme ça prend 30 secondes et vous avez envie d'y rester, mais il faut en sortir parce qu'il faut réattaquer les cours. Mais faites-vous des petites bulles aussi comme ça de relaxation. Vous avez des applications qui sont vachement bien faites. Il y avait un cours de gestion du stress, je ne sais pas s'il est encore disponible, sur Cartesia, mais c'est des trucs qui sont excellents. Est-ce que vous êtes resté devant ce soleil merveilleux au-dessus de cette mer des équateurs ou est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Je commence à avoir très très faim, moi. Les trucs à ne pas faire dans la gestion du travail, c'est changer de support de révision pour les 3 derniers mois. Alors ça, pas tout le monde est capable de le faire, mais il y en a certains qui sont angoissés ou à la bourre, qui vont tout changer à la fin. Ne changez rien. Concentrez-vous sur les supports que vous avez utilisés avant. Se lancer dans la révision d'un chapitre sans stratégie d'apprentissage. Dès que vous abordez un chapitre, vous vous redites qu'est-ce qui est important dans ce truc-là, qu'est-ce que je dois retenir. Et c'est l'effort de synthèse que vous devez faire à la fin. Ça va vous donner de la pertinence et ça va vous permettre de hiérarchiser vos connaissances et de conserver en tête au moins celles qui sont hyper importantes. Et ne vous faites pas forcément un planning de révision hebdomadaire planifié, nanana, parce que vous allez fluctuer un peu au cours du temps. Et si vous n'arrivez pas un jour à faire ce que vous aviez prévu, ça va être éprouvant. Donc vous faites un planning grossier dans lequel il faut avancer. Parfois vous avancerez beaucoup plus vite, parfois beaucoup moins. Lors des sessions de travail, tous ces trucs-là, vous les savez un peu. Je vous laisserai les revoir. Ce qui est plutôt important, et ça, je vous emmerde avec ça, mais parce que les externes ne le font pas assez. Les externes parisiens au moins, Nantes, Rennes, Lille, Amiens, Montpellier, sans doute vous le faites très bien à Paris, ceux que j'ai vus le font pas suffisamment parce que, une fois de plus, c'est stratégique, c'est se détacher un petit peu de tous les cours que je dois voir pour voir que des examens paracliniques. Mais c'est hyper important, vous allez voir à quel point ces examens paracliniques rapportent des points. Donc faites-vous des sessions de lecture d'examens paracliniques pour avoir des images typiques en tête, pour ne pas perdre de temps d'interprétation et pour ne pas faire des erreurs d'interprétation. Et puis, organisez-vous des sessions de 120 QI, il existe plein de trucs maintenant. Ceux qui ont passé l'ECN il y a 2 ans en avaient beaucoup moins. Maintenant, il y a plein d'ouvrages, de sites, etc. pour des QI. Faites ça pour être habitué à sautiller élégamment comme une petite chèvre dans les verts pâturages alpins d'une question, d'un sujet à un autre. Comment accompagner mon cerveau? Alors, il faut être pote avec sa propre caricature. Vous allez vous faire, là, vous prendre 10 secondes pour vous dire, ok, moi, mes traits, c'est surtout ça. Plutôt anxieux. L'anxieux, il va se dire, waouh, 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 tout ce qu'il me reste à faire. Le relâché, il a l'impression que c'est trop cool parce qu'il a fait tout l'item 145 ce matin. Il est vraiment content de ça. Le procrastinateur, il va sentir un petit peu trop de fatigue. Il va se focaliser un peu trop sur la fatigue. Il va dire qu'il vaut mieux que je me fasse une petite sieste, un petit repos maintenant. Le diffluent, il va sauter d'un truc, il va se souvenir que, et puis il va se rappeler que, et puis ça lui dit que, etc. Il va pas avoir de structure. Et l'obsessionnel, lui, il va vouloir vérifier qu'il sait ce qu'il a appris, qu'il sait et qu'il a bien compris, etc. Alors tout ça, c'est des pertes de temps dans le boulot, mais vous êtes forcément l'un d'eux. Comment être pote avec ça? Ben, faites de la psychologie inversée. La psychologie inversée, c'est partir de ces espèces de blocages psychologiques contre lesquels il est très difficile Nizar, Nizar, tu peux prendre une consultation avec moi si tu veux. Je suis à la Pitié-Salpêtrière, disponible. J'ai plusieurs demi-journées de consultation. On va tenter de t'aider. Vous allez faire de la psychologie inversée. Si vous avez plusieurs caricatures, il faut le vivre comment? Plutôt bien parce que vous avez du chemin à faire, du chemin d'évolution. C'est top. Votre vie va servir à progresser, d'accord? Puisque commencer sa vie en l'ayant réussi, il n'y a plus d'intérêt. Tandis que commencer sa vie à la rater, là, ça donne de la perspective pour la vie. Doctolib, en effet, ouais, vous pouvez prendre rendez-vous tous. C'est gratuit pour vous. C'est gratuit pour vous. La psychologie inversée, c'est transformer le truc pour le reverser. L'anxieux, il a une chance incroyable, c'est d'avoir
de l'anxiété. L'anxiété, on a vu, c'est un motivateur. Le relâcher, c'est très bien. Il va détendre les autres pendant les pauses, et puis les pauses, il sait très bien que quand il prend une pause, il se relâche complètement. Les pauses sont de bonne qualité. Le procrastinateur, ça lui permet de savoir ce qui est important. Il va jamais procrastiner pour les trucs qui sont faciles à apprendre ou qu'il sait déjà. Il va procrastiner pour ce qu'il ne sait pas ou ce pourquoi il est épuisé à l'avance. Par exemple, des items qui sont compliqués, etc. J'en sais rien de la bactério. C'est pas facile la bactério. Beaucoup d'apprentissage. Il va repousser ça. Mais génial, il sait qu'il repousse ça parce qu'il le sait pas bien et que c'est difficile à apprendre. Alors ça veut dire qu'il faut y aller. Le diffluent, il faut qu'il se rappelle que s'il pense à 1000 trucs à vérifier, etc., c'est qu'il a du pain sur la planche et donc il vaut mieux être fixé sur un truc pour avancer. Et l'obsessionnel, il vérifie qui c'est génial et il a tout un concours pour vérifier ça. Vous voyez, sautez sur vos trucs pour dépassement d'honoraires pas cher, David, pas cher, pas cher. Pour toi, c'est gratuit, j'ai dit. Vous allez vivre, alors au moment de l'examen, le grand débordement. Un niveau d'inconfort qui est vraiment pas agréable. Le sentiment de vraiment ne pas être prêt. Et les majors disent ça, ils ont le sentiment de ne pas être prêt. Ça, c'est à transformer. Ok. La distraction, ça doit vous rappeler qu'il faut vous aider pour la concentration. L'autodévalorisation, vous dire j'ai confiance en moi, un peu de, comment on appelle ça, de shadowboxing, un petit peu de je vais bien, je suis bien, etc. Pensée positive, soyez be a bit American, soyez un peu américain. Le stress du retard, c'est génial, j'ai un petit peu de stress, ben, je vais me motiver. Et vous faites tout ça jusqu'à l'heure de gloire, au moment où vous poussez la porte de sortie pour aller faire la Nouba, puisque le CN est fini et que vous ne pouvez plus rien infléchir des notes que vous aurez. Et puis rappelez-vous aussi, et c'est un point qui est important, je pense que c'est un point qui est important aussi dans la préparation de l'ECN, enfin la manière dont l'ECN a été réfléchi et dont les universitaires préparent les questions, c'est que vous bossez, quel est le sens de du travail que vous faites? À court terme, c'est pouvoir devenir le doc que vous voulez être. Hein. Et ça, c'est très chouette de pouvoir faire ce que vous voulez faire. D'ailleurs, un petit conseil sur le choix de vos spécialités, imaginez bien le quotidien du spécialiste que vous voulez être, d'accord? Parce que au bout d'un moment, c'est un boulot qu'on fait tous les jours, et ce qui est important, c'est la qualité de vie. Et la seconde chose, c'est ce que la spécialité deviendra. Et il faut vraiment avoir en tête ces deux éléments de discernement pour le moment où vous choisirez votre spécialité. Okay, ça vous broutera peut-être un jour de bosser que de 10h à 16h. Vous trouverez que c'est pas assez. Vous serez trop chez vous, trop à faire du sport. Vous serez trop un BG avec des abdos comme ça, etc. Et que vous aurez envie de bosser plus, ou au contraire, vous levez hyper tôt à chaque fois ou assurer des gardes tout le temps. Posez-vous bien ces questions. À court terme, donc, votre travail, c'est pour devenir le médecin que vous souhaitez être. Et ça, c'est génial. Et votre travail, il y a aussi cette importance qui n'est pas du tout négligeable, et pour ça, comment on appelle ça, vos manuels, là, vos référentiels sont bien faits quand même. C'est qu'ils vous apprennent à devenir le bon médecin, à savoir et à savoir-être. Hein. Et sont les deux qualités essentielles du médecin, et elles sont travaillées pour le CN, à la fois en stage et puis lors de la préparation de CN. Savoir-être aussi, c'est important. Hein. Rappelez-vous que les patients sont des personnes qui ont une demande, qui sont dans un état de vulnérabilité et qu'il est nécessaire d'être bienveillant et accompagnateur de ce qu'ils sont. Alors, on va aborder le point sexy de cette présentation, qui sont les statistiques des 6 dernières années. Et je remercie les deux internes qui ont préparé ça, qui se sont tapés à relire tous les DPC notamment, etc., pour pouvoir vous présenter les sujets qui tombent le plus fréquemment. Comme je vous disais, il n'est pas possible, et vous allez voir qu'on le constate, qu'il y ait du hasard, au moins pour les DPC. Les QI, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a un nombre de questions, de sujets qui peut être abordé qui est beaucoup plus important. Mais il y a toujours une précaution qui est prise pour que ce soit différents domaines, spécialités et différents items qui soient traités. Donc en fait, dans cette ECNI, même s'il y a une banque de données, les sujets ne sont pas du tout tirés au hasard. Et on va regarder, non, d'ailleurs, c'est statistiques des 7 dernières années. Pardon, j'ai fait une erreur. On va regarder ce qu'on arrive à tirer
de l'étude des sujets des dernières années. Pourquoi faire ça? Il y a une loi de Pareto, vous lirez l'histoire de Pareto qui est intéressante. Les génies, c'est des mecs qui comprennent qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à travailler un truc pour faire des grandes trouvailles. Okay, les génies, ils vont souvent vers l'économie cognitive. Galilée, le gars, il était calé sous son pommier. Il voit une pomme tomber. Et ben, il se dit, tiens, c'est intéressant, je vais pas retourner à l'école, à l'université, aller faire mes travaux un peu chiants, je vais juste me poser la question de pourquoi cette pomme tombe. Hein, il a perçu quelque chose, et puis il en fait quelque chose. Ben, vous allez être des Galilées un peu sous votre arbre, à essayer de voir les trucs qui sont évidents et qui donnent le plus d'effets. Et la loi de Pareto montre que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Comment appliquer ça chez nous? Comment les provoquer? 20% du programme va donner 80% des questions, en gros, de façon très synthétique. Et 80% du programme va pas donner grand-chose. Le but, sauf si vous avez un petit peu l'intuition d'être un prophète et de savoir que ça va être vous le major, le but, ça va être de travailler le minimum pour un max de... Ah ouais, Galilée, oh là, j'ai faim, ouais, vous avez raison, c'est Newton. Newton, pourquoi Galilée? Je sais pas du tout pourquoi. Ouais. J'avais bien Newton en tête avec sa petite barbichette, son petit juste au corps rouge, avec la petite collerette blanche, etc. L'image que j'avais en tête était bonne, ouais. Vous vous moquez, vous êtes dur quand même. On bosse pour vous et vous vous moquez. Le but, c'est d'être très stratégique dans la préparation de ce que vous allez faire. Alors, évidemment, on vous le répète depuis le début, etc., mais vous ne savez pas sur quoi vous appuyez. Eh bien, on va voir tout de suite sur quoi vous appuyez pour être stratégique. On a regardé les ECN 2014, donc ça c'était l'ancienne ECN, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Et puis on a regardé, on a fait on a référencé les items dans chaque spécialité pour chaque dossier du concours. Puis on a fait des stats hyper simples, mais pour voir quelle spécialité tombait par concours, quel item peut tomber par concours, quelle spécialité pour l'ensemble des concours et quels items pour l'ensemble des concours. Et l'objectif de ces statistiques, c'est de mettre en évidence les grandes règles du hasard des choix des dossiers. Alors, ah ouais, il faut que je fasse ça. Titoum, me voilà en haut. Il faut que je disparaisse même. Je ne sais pas comment je disparais. Ben, je vais changer de place. On va commencer par... Alors, là, c'est les proportions des spécialités les plus ou moins fréquentes par année de CN. On les a classés comme ça. À vous de regarder ça si ça vous intéresse. Vous verrez en gros quelle spécialité tombe le plus fréquemment. Et donc le pourcentage, c'est le pourcentage sur l'ensemble des questions des DPC de questions, par exemple, pour ici, de questions, hop là, où est ma souris là, de questions de cardiologie dans l'examen de 2016, dans les DPC, 9% de toutes les questions du DPC étaient des questions de cardiologie. Vous imaginez 10% presque, c'est énorme. Et puis en revanche, il n'y avait aucune urgence réanimation, aucune MPR et aucune stomato. Je reviens ici, pim poum. Alors, on va tirer les grandes règles de ces études-là. Quelles sont les spécialités qui étaient absentes et combien de fois est-ce qu'elles étaient absentes sur les 7 ans? Les spécialités entières, c'est-à-dire aucune question dans les DPC lors des dernières années. Il y avait 4 fois absentes la stomato et la MPR. Elles ont été 4 fois absentes sur 7, ce qui est énorme. L'endocrino, les soins pâles, l'ORL, la gériatrie ont été aussi très absents. Ophtalmo et ortho ont été absents sur 2 examens, complètement absents, aucune question sur ces spécialités-là. Et puis après, lors d'un examen au moins, était absent l'endoc. Tiens, je l'ai dit 2 fois, ouais, j'ai dû me gourer. Mais l'endoc, c'est bien en bas. Hein. Les urgences réa, la rhumato et la cancéro. Désolé pour cette petite erreur. Alors,
que faire de ça? Eh ben, c'est très important parce que pour les DP, mais c'est quand même la majorité des points et c'est ce qu'il y a de plus discriminant, vous savez que les années précédentes sont très très peu tombées, la stomato, la MPR et l'endoc. Alors, il est impensable, il serait inacceptable de faire un blackout complet d'une de ces matières parce que vous voyez bien que sur les 7 ans, la MPR est tombée au moins 3 fois. Pas dans des sujets complets, mais au moins une question. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des règles comme ça? Pour deux choses. Un, parce que quand même les spécialités sont choisies en fonction de leur importance. Et la deuxième chose, c'est parce que les médecins qui font les sujets sont des médecins spécialistes et ils vont avoir plus facilement, ils vont plus spontanément orienter des questions, de poser des questions. Le psychiatre, il va poser une question de cardio plutôt qu'une question de stomato, par exemple. D'accord? Ensuite, on va regarder quelle spécialité avait au moins 5% de questions dans les DP sur les 7 dernières années. Donc, c'est-à-dire que ces spécialités-là ont, une fois, sur un examen, sur un ECN, sur 2 ECN, sur 3 ECN, etc., eu au moins 5% des questions, ce qui est énorme pour une spécialité. Celle qui était le plus fréquemment recensée, c'est infectio, cardio, gynéco, pédiatrique, pneumo, psychiatrie. Ça vous permet de voir que soit il est choisi des sujets de ces thématiques-là, soit ce sont des spécialités qui sont souvent cherchées par d'autres spécialistes pour rajouter des questions à leur sujet. Ok? Un peu moins souvent, les mathos, et puis ça ce serait sympa, des bonnes, pas mal de questions des mathos par exemple. Les mathos c'est sympa. C'est simple les mathos, c'est simple. Très très simple l'hématologie. C'est puéril. L'hémato, l'hépatogastro-entéraux, la neuro, la médecine interne, non, la neuro, la médecine interne, ouais, et puis ensuite la pharmaco, la néphro, la dermato, l'endoc, santé pub, ophtalmo, gériatrie. Ce sont des spécialités, je le répète, mais qui risquent de tomber plus facilement, soit parce que la spécialité est considérée comme importante par le CNUP, soit par le CNE, pardon, soit parce que ce sont des questions dans la réflexion des médecins qui pratiquent à l'hôpital, c'est des questions qui viennent à propos de comorbidité ou parce qu'ils sont à l'aise ou parce que c'est fréquent ou parce que ça leur vient en tête, parce que c'est marquant, j'en sais rien, une excitation d'un schizophrène dans un service, c'est tellement marquant que les orthos qui font de la traumatologie vont peut-être en parler un peu facilement de la schizophrénie ou d'une agitation. Voilà. Donc ces spécialités, vous savez qu'elles risquent beaucoup plus de tomber. Et puis ensuite, et là c'est le pompon, plus de 10% des questions dans les DPC lors des 7 dernières années. 10% des questions, c'est monstrueux comme volume. Quand vous regardez le nombre d'items, le nombre de spécialités, quand une spécialité est présente sur plus de 10%, c'est que on peut l'appeler la grosse Bertha. Et donc là, il y a l'infectio, la gynéco, la pneumo, ensuite la cardiologie, la pédiatrie, et l'hépatogastro et la psychiatrie. Et en fait, on voit que... Ouais, je vais répondre à la question d'Hugo juste avant. Précise-moi, Hugo, de quel diagramme est-ce que tu parles? Là, on voit que ce sont des spécialités qui ont énormément de chances de tomber et de tomber de façon importante, en volume important. Okay, et puis, on peut faire le transfert. En effet, c'est des pathologies qui sont hyper fréquentes et puis des comorbidités qui sont hyper fréquentes aussi. Donc là-dessus, vous ne pouvez pas vous permettre, dans la stratégie de préparation au concours, de faire des impasses sur ces trucs-là. Ensuite, on vous a recensé aussi les fichiers qui sont adossés au DPC. Donc vous allez voir, vous regarderez le tableau, vous l'aurez, vous allez voir quels fichiers tombent souvent. Quand on regarde en microscopique déjà, on voit que ECG c'est très fréquent, radio de membres c'est très fréquent, scanner thoracique c'est assez fréquent, etc. Et puis quand on regarde avec un aspect macroscopique, on voit qu'au cours du temps, ma souris, au cours du temps, le nombre de fichiers associés augmente vraiment. Okay, ça veut dire que les gens, les rédacteurs des examens ont en tête que
ce qu'on leur demande aussi, c'est de vous faire interpréter des résultats et que maintenant, ils le font dans la plupart de leurs dossiers. Donc ça, vous le bossez comme des brutas. Hugo disait, sur les spécialités absentes, peut-on faire une impasse parce qu'elles ne tombent peu ou pas au final? Alors, je suis pas devin. Hugo nous parle de ça. Je suis pas devin. Mais je vous ai bien précisé un truc, c'est que ce ne sont pas du tout les matières à favoriser, c'est sûr. En revanche, aucune impasse, parce que si ça tombe, vous êtes dead. Il n'y a aucune impasse à faire. Il faut savoir parler un petit peu de tout. Mais en revanche, il faut être très bon dans ces spécialités-là. Quand on regarde les fichiers associés les plus fréquents, on voit sur les 7 dernières années, pardon, en fait c'est 6 années, mais c'est 7 concours, parce qu'en 2018-19, il y avait eu un premier concours, et puis ensuite on leur en avait ressorti un second à cause d'une erreur dans un dossier. Et donc ECG, il y en a 12. Vous savez que vous allez avoir des ECG, vous savez que vous allez en avoir plusieurs, et l'ECG, c'est comme tous les autres fichiers, c'est des trucs sur lesquels on peut perdre du temps si l'œil n'est pas habitué, ou en revanche gagner extrêmement de temps si l'œil est habitué. Donc le premier facteur qui va être discriminant, ça va être le temps. Et la deuxième chose, c'est la qualité de votre réponse. Est-ce que ça va être une bonne réponse ou une mauvaise réponse? Ça dépend aussi du nombre d'examens que vous aurez vus et de votre capacité à bien interpréter l'examen. Or, ce qu'on veut, c'est aller vite et avoir les bonnes réponses. Bosser ces trucs-là. ECG, radio des membres, radio thoracique, scanner ou IRM cérébral, scanner TAP et des photos de dermato. 20 photos de dermato, ce qui est énorme. La dermato, c'est puéril, c'est facile comme truc. C'est comme l'hématologie, hein, c'est le matin au petit-déj, la dermatologie. Bossez ça, ça vous fera gagner des points. Et une fois encore, ne soyez pas trop absorbés dans la révision systématique des items, mais faites un pas de côté de temps en temps pour aller gagner des points sur ces trucs-là. Gagnez des points par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même aussi. Si vous ne bossez pas assez ces trucs-là, vous vous mettez vous-même dans une situation de défaut, dans une situation de difficulté. On finit bientôt. Le dernier tableau qu'on vous a fait, et là c'était assez subjectif comme évaluation et comme décision qu'on a prise, mais je pense que c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir un peu plus de lucidité sur ce qui peut tomber, c'est les connaissances qui sont discriminantes. Les connaissances qui sont discriminantes, c'est les questions un peu taquines, un peu chafouines, un peu coquines qui sont posées lors de l'ECN et que vous ne trouvez pas chafouine, taquine, coquine, mais insupportable, frustrante et qui font que vous effondrez, déçu de ne pas avoir bossé ça, de ne pas avoir lu ça, etc. Ok. Le deuxième truc, c'est que vous voyez que au cours des années, les rédacteurs vont de plus en plus chercher des questions qui sont aussi un petit peu tricky. Voilà. Les questions tricky, elles sont très discriminantes entre les très bons et tout le monde, mais elles sont très peu discriminantes dans le peloton du milieu. Ok ? C'est pas très discriminant en fait. Ça vous permet de voir un peu les questions qui sont posées. Alors, une fois de plus, il y a 2 internes qui se sont fait chier à mort à relire chacune des questions de tous ces ECN et vous pouvez leur envoyer dans le chat plein de petits cœurs comme ça. Ils seront heureux comme tout. Si vous envoyez plein de petits cœurs, je prends une photo et je leur envoie ça. Ça va leur faire chaud au cœur. Il faut aussi soutenir les anciens, je pense. Il faut soutenir les anciens. La question à se poser, c'est... Alors là, je ne vais pas prendre la photo parce qu'il y a un petit cœur, il y a 2 petits cœurs, 3 petits cœurs. Balancez du cœur. Là, je sors mon téléphone. Hop là. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, ça chauffe là. Oh, ça fait du bien ça. Voilà. Nickel, ils vont être contents. Je crois qu'ils n'ont pas trop apprécié l'exercice. Mais on le trouvait très intéressant pour vous et vraiment important. La question à se poser, en fait, c'est pas comment je vais organiser mes révisions. Parce que évidemment, vous allez vous poser cette question inconsciemment, vous allez le faire. La question à se poser, c'est toujours faire un pas de côté. C'est la technique du pas de côté.
se détacher un petit peu de ce que vous allez faire spontanément. Je reviens pour réexpliquer un petit peu les trucs. Votre cerveau, par exemple, il voit toujours le général. Donc, il faut le forcer à voir un petit peu le spécifique. Et d'un autre côté, vous forcez aussi à faire une synthèse parce qu'il retient très bien le général. Là, le pas de côté à faire dans cette question de l'organisation des révisions, c'est pas comment est-ce que je vais le faire. Vous êtes dans un moment de stress, vous savez exactement la masse incommensurable de travail qui vous reste à faire. Donc, vous allez prendre une mauvaise décision, vous allez faire de mauvais choix, vous allez faire un mauvais discernement. Mettez-vous devant la petite image du soleil qui se couche sur votre fauteuil, vous fermez les yeux, et vous vous dites, après le concours, comment est-ce que je voudrais avoir fait mes révisions? Vous vous placez après le concours, c'est fini, vous avez été frustré, vous avez été déçu, au contraire, vous êtes fier d'avoir réussi aussi bien que vous le pouviez. Et c'est ça votre vraie qualité, c'est d'aller chercher le maximum pour vous-même, point. On s'en fout des autres, c'est pour vous-même le maximum. Et vous dire à ce moment-là, comment est-ce que j'aurais voulu faire mes révisions, l'organisation de mes révisions. Et vous allez vous voir que vous allez avoir une intuition de changement de méthode. Il faut l'utiliser, ça, d'accord? Parce que vous affranchissez, quand vous mettez dans cette position-là, d'après les révisions, vous affranchissez de vos états émotionnels, de stress, de fatigue, de ce que vous venez de voir la semaine dernière, etc., et qui viennent perturber votre organisation pour vous-même. Faites vraiment ça. Ça prend un quart d'heure et c'est des points grappillés, c'est sûr, et donc c'est des centaines de places gagnées. Les inévitables, c'est évidemment travailler sur l'application des connaissances, des QCM, des QI, la lecture des fichiers associés au DP, etc., ou dans les QI. Pas d'impasse dans les révisions, tout se revoit, mais il y a certains trucs qui se revoient beaucoup plus que d'autres. Votre but, c'est aussi de retravailler un petit peu la stratégie de réponse. Vous gagnez 10 questions de plus que vous n'auriez gagné sans avoir des petits outils stratégiques. Vous gagnez au moins 500 places. Et en début d'épreuve, c'est important de se faire un petit amorçage, c'est-à-dire avant l'épreuve, c'est vous rappeler les règles que vous vous êtes fixées. Et là, une fois de plus, comment vous fixez ces règles? C'est pas dans le stress du moment, c'est en vous imaginant après l'épreuve, comment est-ce que vous auriez aimé la gérer. Donc vous êtes au début de votre épreuve, vous attendez que ça débute et tout, puis vous dites, ok, là je suis en train de sortir, j'ai tout fermé, hop, ma tablette est éteinte, je sors, et comment est-ce que j'aurais aimé gérer mon épreuve? Et là, vous allez avoir les bonnes informations, les bonnes intuitions, les bonnes stratégies pour gérer l'épreuve qui débute. Okay, le but est de vous tromper tout seul. Le libertinage est mal vu en France. Moi, je vous invite largement au libertinage, à l'auto-libertinage pour la réussite. Conservez la niaque, conservez le sens de vos études. Hein. On a vu que ça servait à choisir le métier que vous souhaiterez, mais aussi à connaître votre savoir de médecin et avoir un bon savoir-être. Conservez votre fierté aussi, vous êtes courageux de faire ces études, vous êtes courageux de bosser chaque jour, vous êtes courageux de faire des efforts supplémentaires. Pour l'instant, vous avez bien fait, vous avez tenté de bien faire et c'est bien, bravo. Et à partir de maintenant, vous allez faire encore mieux, utilisez vraiment les petites stratégies qu'on vous propose. Le but de Cartesia, rappelez-le moi avec moi, est de faire de vous des géants. La pente est raide, mais le chemin est beau. Je ne sais plus si j'ai un truc après. Est-ce que j'ai quelque chose après? C'est la fin, là. C'est la fin, c'est la fin. Je vous souhaite bon courage. Une fois de plus, vraiment, j'ai l'admiration pour les externes qui bossent, qui charbonnent, qui, autant avec un peu de stress, la volonté de réussir, la conscienciosité aussi pour être de bons médecins demain. Chapeau, bravo pour ce que vous êtes. Si vous avez des questions, eh ben, il est trop tard pour les poser, puisqu'il est l'heure pour moi d'aller me faire un petit dîner. Je vous souhaite un très bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt sur cartesia.fr. Je vous rappelle que c'est bientôt la fin des promotions. Si vous ne vous êtes pas inscrit et que vous souhaitez le faire, il vaut mieux le faire quand c'est pas cher plutôt que quand c'est un peu plus cher. Quoique pour la qualité que c'est, Cartesia, c'est de la bombe. Bon courage à tous et très très bonne soirée. À bientôt.